Bonjour tout le monde, petite vidéo, on est aujourd'hui le 13 octobre 2025 et je pense que c'est l'occasion de faire un petit retour, un petit point par rapport au début de l'aventure du jardin forêt qui a commencé donc du coup en janvier 2024. Moi du coup ça fait que un peu plus d'un an que je suis installé ici depuis juin 2024, donc j'y suis en permanence et j'ai commencé du coup à implanter le verger de sauvegarde en janvier. Là, du coup, je suis vers les ruches, mais c'est intéressant, je pense, et complémentaire avec le jardin forêt, euh, parce que du coup, c'est un allié important, notamment pour la pollinisation et donc la fructification de ce qu'on va mettre en place, et aussi, surtout pour avoir du miel, bien évidemment. Là, sur ma première année, j'ai eu les ruches, je crois, en mi-mars, je crois, de mémoire, et j'ai récolté une hausse cette année sur les deux parce qu'il y a eu beaucoup d'essaimages et c'était compliqué, mais j'apprends. J'apprends beaucoup. D'ailleurs, les abeilles, c'est passionnant, c'est vaste, riche et passionnant. Donc, mais en tout cas, voilà, le miel est très très bon. Dans le Morvan, on n'a pas de pesticides, donc ça, c'est génial pour la qualité de ce que l'on consomme de manière générale. Et je me forme en permanence avec la personne qui a les ruches derrière, là, les trois qui sont là-bas. Bonjour Pascal, si tu regardes un jour ces vidéos. Et merci pour tes précieux conseils au quotidien par rapport à ce que tu me montres. Lui, par contre, donc il fait ça de manière un peu plus intensive. Il n'a pas que ces ruches-là, il y en a d'autres. Il en a mis 3 chez moi. Et par contre, lui, il a récupéré 70-80 kilos de miel par ruche cette année. Donc c'est assez énorme. Donc ça veut dire vraiment, si j'arrivais à faire ça un jour avec les miennes, ça me permettrait d'avoir une autonomie complète en miel et puis pouvoir en donner un petit peu à tout le monde, comme c'est déjà le cas. Mais du coup, j'en prends à Pascal pour donner à tout le monde. Donc oui, les abeilles, ben voilà, c'est un apprentissage supplémentaire. Et justement, pour revenir au jardin forêt, il faut, je pense, en permanence se former, en permanence apprendre. Tous les jours, en fait, j'ai des questionnements, des problèmes à résoudre qui nous permettent, qui nous demandent de nous informer, de nous enrichir d'informations et de connaissances. Alors, pour revenir au jardin forêt, donc au bout d'un an et demi, qu'est-ce que je pourrais, euh, qu'est-ce que je pourrais conseiller et avoir comme retour par rapport à ça? Déjà, ça a plutôt bien poussé. Ça c'est le top. C'est-à-dire, bon là, c'est un petit péché qui a été mis récemment, mais les arbres pionniers, enfin pionniers pour moi, euh, ont plutôt bien poussé. Là, je pense que l'année prochaine, on va avoir une fructification assez importante en fonction des conditions climatiques, bien évidemment. Mais on devrait commencer à avoir pas mal de prunes sur les arbres qui ont été mis en place donc l'année dernière. Pas mal de prunes, ça c'est sûr. Les pommes, on a commencé un petit peu cette année. Enfin voilà, donc on va commencer à avoir quelques productions intéressantes avec les arbres les plus hauts et aussi évidemment avec les petits fruits. Ça par exemple, c'est une bouture que j'ai faite, donc de groseille à macro, que j'ai faite en novembre de l'année dernière, donc il n'y a pas encore un an. Et je pense que l'année prochaine, ou celle d'après en tout cas, on va commencer à avoir des fruits, peut-être l'année prochaine ou celle d'après. Parce qu'elle est plutôt en bonne santé, donc ça a bien poussé pour une petite bouture qui a été faite, juste plantée comme ça dans le sol, en novembre de l'année dernière. Donc par rapport à ce que je disais, il y a plein de méthodes bien évidemment, hein, il y a plein de manières de faire. Je pense qu'au début, il faut vraiment réfléchir un maximum avant de faire les choses. C'est-à-dire savoir déjà connaître son milieu, connaître son sol, euh, connaître la qualité de sa terre. Est-ce qu'elle est humide? Est-ce qu'elle est sèche? Quels sont les endroits justement qui vont être plus secs, plus humides, plus acides, plus ensoleillés, etc. Pour implanter justement les plantes au mieux. Parce qu'évidemment, on ne met pas n'importe quoi n'importe où. Là par exemple, j'ai un asile minier
Et ben l'asile minier, il est au pied d'un petit ruisseau. Il est pas, il est donc très proche de l'eau. Je vais pas mettre un asile minier s'il n'y a pas d'eau, à côté. Il en a vraiment besoin. Et il doit aussi justement être protégé du soleil dans son début de croissance. Donc déjà, il faut connaître son terrain, connaître évidemment aussi les caractéristiques de ce que l'on va planter. Et j'irai même au-delà de ça. Je pense qu'il faut savoir un minimum où on va. C'est-à-dire, là, on parle de jardin-forêt, mais il y a plusieurs types de jardins-forêt. Il y a des gens qui vont planter justement là comme ici, du frêne, du chêne, de l'aulne ou d'autres arbres plus grands à l'intérieur de leur jardin-forêt pour faire de la biomasse, pour faire de l'ombre, etc. Euh, Moi, personnellement, c'est pas ce qui m'a parlé. Euh, je voulais vraiment partir que sur du fruit, que de la production de fruits ou de comestibles, et pas du tout mettre de pionniers, ce qu'on appelle les pionniers, donc c'est les grands. Après, c'est un choix. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, j'en sais rien. En tout cas, bon, pour l'instant, je commence à avoir des résultats intéressants en un an et demi. C'est pas mal. J'ai récolté des dizaines de kilos de fruits et de petits fruits. Et c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse vraiment du coup. Donc, on va dire que mon objectif, pour l'instant, semble atteint. Donc, pourquoi faire un jardin forêt? Est-ce que c'est pour l'autoproduction? Est-ce que c'est pour la qualité de ce qu'on mange? Est-ce que c'est pour la multiplication des espèces? Est-ce que c'est pour favoriser la biodiversité? Est-ce que c'est pour faire de la pédagogie un jour? Moi par exemple j'avais commencé à noter toutes les espèces qui sont présentes là, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui viennent chez moi. Et je trouvais ça intéressant sans forcément qu'il y ait un but mercantile derrière ni de visite, mais en tout cas, les gens qui viennent chez moi, s'il y a des enfants, enfin voilà, pour les faire s'intéresser. Je trouvais ça très pratique de commencer à noter les espèces et d'avoir un petit peu de pédagogie sur ce lieu. Donc je pense qu'il faut réfléchir un petit peu à tout ça, savoir où vous allez, faire en fonction de votre terrain, donc bien observer les différentes zones. Là par exemple tous les bassins qu'il y a ici, donc là il y a un bassin ici avec donc un petit ruisseau là qui va à une autre source là-bas, et avec donc un autre ruisseau qui descend là. Du coup il y a un petit ruisseau qu'on ne voit pas mais qui serpente le long des framboisiers et des myrtillers. Là il y a un autre petit ruisseau également, tout petit, qui va dans ces deux bassins donc, qui sont en mode refuge mare. Et tout ça, donc c'est moi qui les ai mis en place, hein, les bassins. Je les ai creusés parce que, en observant le lieu, je savais très bien que c'était très humide ici, donc je me doutais qu'il y avait une source en dessous. Et oui, il y en a une qui alimente le premier bassin. Le premier alimente le deuxième. Là-haut, c'est une source que j'ai récupérée qui alimente celui-ci, et celui-ci va dans celui-là pour retourner là-bas. Et il y a encore un autre bassin là. Donc là, ces bassins-là, par exemple, ils ont été faits uniquement dans le but, enfin pas uniquement, principalement dans le but de favoriser la biodiversité. Et dès que j'ai une pelle chez moi, je creuse un bassin, je creuse un trou, celui-ci est tout récent. Je me suis dit avant que ça parte dans la prairie à côté, pourquoi pas rajouter un bassin. Le but est ici clair, c'est d'avoir de l'eau à disposition et surtout de favoriser les grenouilles, les crapauds, les salamandres, les tritons. Grenouilles, crapauds, il y en avait très peu. Maintenant, il y en a beaucoup. Salamandres, tritons, par contre, il y en avait déjà beaucoup, et donc il y en a toujours autant. Et voire même plus, j'espère. Donc ce qui va me permettre, je pense aussi, d'avoir un équilibre au niveau du terrain, parce que ici, le gros problème en zone humide, c'est les limaces. Et du coup, de favoriser justement des grosses quantités de grenouilles, de crapauds, etc. Ça va me permettre, j'espère, sur les prochaines années, d'avoir un petit peu moins de limaces. Parce que là, pour l'instant, je peux pas mettre tout ce que je veux,
car dès que je mets une plante que les limaces aiment bien, la plante disparaît, donc j'ai eu pas mal de pertes comme ça. Donc ça par exemple c'est une chose à prendre en considération, savoir que si on a beaucoup de limaces, il y a des plantes qu'on ne peut pas introduire au moins pendant un certain temps. Donc voilà, il faut s'adapter. Soit on met les plantes justement de manière différente qui sont déjà beaucoup plus solides ou beaucoup plus grandes, parce qu'autrement elles sont mangées. Quand elles sont plus grandes et plus fortes, du coup, ou plus hautes, les limaces vont moins les manger et la plante peut plus facilement résister. Et on peut aussi, j'espère, avoir un équilibre justement avec ces grosses quantités de grenouilles et de crapauds qui sont en train de se multiplier. Alors non pas en ce moment, mais au printemps, maintenant j'ai des grosses pontes. Et j'en croise du coup tous les jours. Parce que les amphibiens se plaisent beaucoup ici. Donc ça peut peut-être, j'espère, équilibrer les choses avec les limaces. Donc en attendant, je me concentre sur des plantes qui ne craignent pas les limaces. Là par exemple, on a une casseille. La casseille est adaptée du coup au morvan, il n'y a pas de souci. Et j'essaye du coup d'avoir toutes les variétés d'espèces qui peuvent s'adapter évidemment à mon climat, à mon sol. Parce que là on est quand même sur un sol plutôt frais et humide, mais pas marécageux non plus. Il y a des endroits qui sont plus marécageux justement, où il va y avoir les aziminiers ou des plantes hautes. Puis après il faut essayer aussi, hein. Je pense qu'il faut vraiment essayer, faut prendre un maximum d'informations au début. Par exemple là les camerises qui sont ici, bon là elles ont plus de feuilles donc on les voit plus trop. Tiens, celui-ci a encore des feuilles. Parce qu'il y a plein de variétés différentes de camerisiers. Les camerises sont assez proches du point d'eau, mais pas suffisamment pour que ça les embête. Pareil, là j'ai une muroise qui est là sur l'arche, et la muroise au final, elle a les pieds dans l'eau, et elle se porte pas trop mal, donc tant mieux. Là derrière il y a un petit figuier, lui qui aime l'eau, donc et puis il est protégé un peu des vents, donc ça a l'air de fonctionner. Le figuier par exemple ici j'ai un gros souci, la plupart meurent, parce que il leur faudrait un mur derrière, mais évidemment je ne peux pas faire un mur de 3-4 mètres derrière chaque figuier. Donc on verra bien. Donc je teste à différents endroits, on verra. Là par contre l'aziminier qui est là, ça c'est un aziminier. Lui pareil, il y a un petit ruisseau juste à son pied là en bas. Donc lui il a les meilleures conditions pour grandir. Donc voilà, grosso modo j'ai eu très peu d'échecs je dirais. À part justement les pertes liées aux limaces. J'ai eu des problèmes avec des vaches, les vaches qui sont venues. Les sangliers pour l'instant ça va à peu près. Les vaches par exemple il y a des avantages d'être dans des prairies, il y a des inconvénients aussi, c'est qu'à côté on peut avoir des vaches. Et là par exemple le petit plaque minier, il a été brouté par les vaches, donc forcément j'ai perdu quelques années avec le plaque minier, mais il est toujours en vie. Donc on croise les doigts. On verra bien ce que ça va donner un peu plus tard, mais bon, voilà. Par contre, c'est plutôt sur certaines vivaces que ça me pose problème pour les limaces. Mais bon, on va trouver des solutions. Par exemple, je l'avais déjà dit, il y a les types de menthes classiques, j'ai pas pu les avoir, elles sont mangées. Les mélisses également. C'est un peu compliqué par rapport à ces vivaces-là. Mais bon, c'est pas le plus grave. Déjà, j'ai les petits fruits qui sont assez vigoureux et qui se plaisent bien. Les arbres fruitiers aussi qui se plaisent bien. Donc même si certains ont été broutés, ils sont encore en vie, ils ont fait de la racine et ils vont repartir. Je suis pas trop inquiet par rapport à ça. Les boutures fonctionnent très bien. Ça pareil, c'est une bouture comme l'autre de novembre de l'année dernière. Et on a des plants là, celui-là fait je sais pas 60 cm de haut facile. Donc je peux espérer une récolte l'année prochaine. Une récolte. Quelques fruits l'année prochaine, non pas une récolte, sur des boutures qui ont été faites. Et là j'ai un ratio sur la groseille à maquereau quasiment de 100%. Hein. C'est impressionnant. Donc là on voit que par exemple il y a un chevreuil
qui est passé brouter quelques feuilles. Mais tant que ça reste sur des petites choses comme ça, les chevreuils ne posent aucun problème en fait. Mais bon, ça pourrait en être un, si par exemple s'ils étaient là beaucoup plus présents et qu'ils me faisaient beaucoup plus de dégâts, ça pourrait être un problème. Mais pour l'instant, sur des petites choses comme ça en est pas du tout. Enfin voilà où ça en est. Beaucoup de tests aussi, il y a des plantes qui vont pousser mieux que d'autres, hein, même en se renseignant sur leurs caractéristiques et la caractéristique du sol. Des fois, pour plein de raisons différentes, ça fonctionne moins bien. Les kiwis par exemple, c'est très particulier le kiwi parce que j'en ai mis un peu partout, j'en ai quelques-uns, j'en ai 12 en tout, 12 encore en vie, certains sont morts, d'autres se portent plutôt bien et je ne sais pas pourquoi. Là par exemple celui-ci il se plaît bien, pourtant il est en plein soleil, il a été planté au printemps celui-là. Donc le kiwi est assez difficile sur la globalité, mais certains par contre ça fonctionne très bien, donc je sais pas. Il faut voir sur le long terme, je pense, ce que ça a donné, mais là on a quand même bon espoir avec le kiwi. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut essayer. En tout cas dans le Morvan, si vous êtes dans un climat un peu frais, comme ici, je sais plus en quelle zone on est, j'avais regardé les zones, mais je me rappelle plus si c'est une zone... Enfin bref, je vais pas dire de bêtises. Mais vu qu'on est en moyenne montagne, on est forcément sur un climat froid, donc les groseilles fonctionnent très bien, le cassis fonctionne très bien, groseille à macro, casseille fonctionne très bien, la camerise fonctionne très bien. J'ai pas encore résultat, mais a priori le goumi du Japon fonctionne très bien. Là, je les ai plantés que cette année. La muroise fonctionne très bien, la mûre sans épines fonctionne très bien. La myrtille fonctionne très bien. Et c'est vrai que les variétés américaines font des superbes fruits. Donc la camerise fonctionne très très bien aussi. J'ai eu des productions, alors ceux-là ont été plantés il n'y a pas très longtemps, mais sur ceux que j'ai plantés l'année dernière, j'ai eu des bons et beaux fruits. Donc c'est plutôt encourageant. Donc moi mon idée avait été de faire des allées un petit peu partout. On voit bien donc les allées là de myrtille. C'est une manière de faire. Au pied de chaque arbre, des petits fruits qui devront être déplacés quand les arbres seront plus grands. Mais pour les petits fruits, ça pose pas de problème. Et donc oui, par contre, pensez bien à la plantation des arbres quand vous les mettez. Mettez bien au moins 8 mètres, je pense. Si vous voulez que l'arbre grandisse pleinement, c'est 8 mètres. Surtout si vous voulez mettre d'autres choses entre, 8 mètres c'est bien. Si après vous êtes plus en mode biomasse et laisser un peu plus, ça peut se faire aussi, mais sachez que vous perdrez forcément en développement de chaque arbre. C'est des manières de faire différentes. Moi je suis parti sur ça, donc 8 mètres entre chaque arbre minimum, et plein de petits fruits pour l'instant que je pense déplacer quand il y aura besoin dans 4-5 ans. On verra ce qu'il en est, sachant que j'ai la prairie qui est là, où je pourrais peut-être continuer mon jardin forêt dessus un jour. J'en ai une autre derrière là-haut. Donc il y a des possibilités. Et aussi, quand je parle de tests, faut pas hésiter, parce que d'une année à l'autre, évidemment le climat est tellement changeant. Donc là, ceux-ci, là par exemple, les myrtilles sont en plein soleil. Et là, j'ai une rangée là il y a du cassis, il y a de la framboise, il y a aussi un pied de myrtille là-bas, qui eux sont beaucoup plus à l'ombre, un peu sous les arbres. Cette année ils n'ont pas donné, contrairement aux autres, mais peut-être qu'une autre année ça donnera. Donc il y en a certains que j'ai mis pas tout à fait dans leurs conditions optimum, parce que d'une année à l'autre c'est tellement variable. Si jamais on a une année sèche vraiment et trop ensoleillée l'année prochaine, peut-être que ceux-là donneront et les autres vont cramer, ça dépend. Donc c'est pour ça que je me suis assuré, on va dire, une sécurité en mettant dans des endroits différents. Là par exemple, ceux-ci là sont dans leurs conditions d'origine. On est sur un sol acide, donc la myrtille elle adore. J'ai rajouté de la terre de bruyère également en plus quand même.
pour leur donner toutes les conditions. Ils sont en plein soleil, ils ont quand même un petit peu d'humidité, étant donné que le terrain reste toujours un petit peu frais. Ils ont des super conditions et on a des super productions à l'heure actuelle Enfin, cette année, j'ai eu des super productions de myrtilles. Et là, j'optimise aussi le grillage qui sépare avec la prairie voisine, qui n'est pas à moi celle-ci. Et ben, l'idée c'est de continuer à mettre des petits fruits un peu partout. Donc là, ici, on est sur un kiwi, et là, il y a une vigne également. Donc j'ai fait kiwi, vigne, kiwi, vigne. Et entre les deux, là, on ne voit pas trop, mais j'ai mis également... il y a de la sauge, oui, et j'ai mis pas mal d'ail éléphant au pied, un peu partout là. C'est pour ça que je ne m'approche pas, parce que partout au pied, il y a de l'ail éléphant qui a été planté il y a peu, donc l'idée c'est de ne pas se tasser la terre. Donc voilà, plein de petits endroits comme ça, avoir un jardin forêt très, très riche avec de la production un petit peu partout. En tout cas, j'espère que ces expériences dans un climat un peu spécifique quand même, hein. C'est vrai que dès qu'on descend du Morvan, on a quand même des conditions beaucoup plus simples pour les plantes. Ici, poussent un peu plus difficilement qu'ailleurs. Dès que je descends entre guillemets dans la plaine, même des Surchalons, Mâcon s'approche un petit peu de Lyon, donc on a des températures qui sont carrément différentes, et même vers Dijon. On ne fera pas pousser les mêmes choses. Là, je suis sur un climat qui est quand même beaucoup plus rude. Mais si ça marche ici, ça marche encore beaucoup mieux à certains endroits. Par contre, il faut quand même toujours penser à l'eau. Parce que ici, j'ai un climat plus rude, mais j'ai de l'eau. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi cette maison. J'ai de l'eau, et ça, il faut quand même y penser dès que vous mettez des plantes. Moi, j'arrose pas du tout ici. J'ai fait un arrosage sur les plants qui ont été mis cette année. J'ai fait un seul arrosage en tout début de 10 jours de sec qu'on a eu au mois d'août. Et c'est tout, autrement ils se débrouillent. Par contre, c'est vrai que si on est dans des régions plus sèches, évidemment il faudra un peu plus arroser ou penser à un système d'irrigation. Donc voilà, à vous de réfléchir comment faire tout ça. Et là, un exemple aussi, donc on est sur une allée. Et sur le côté de l'allée, cette petite structure pour accueillir vigne, avec au pied toujours, là on est sur de l'aromatique, le romarin, groseille à maquereau, cameris sur les côtés, un peu d'artémésia derrière aussi. Voilà, plein d'endroits avec une richesse au niveau des plantes. N'hésitez pas, lancez-vous, mangez des bonnes choses. Ça c'est un plaisir, hein, sur le jardin forêt, sur ma production, de se balader, et même rien que pour faire ses tisanes. Là je vous disais de l'artémésia, là il y a du romarin, il y a des aromatiques ou de quoi faire des tisanes un petit peu partout, c'est super. Zéro intrant chimique dedans, un sol qui est relativement sain dès l'origine. Et du coup, tout ce que je fais pousser a un goût exceptionnel, et ça vaut tout l'or du monde, comme on dit. Et c'est super aussi de pouvoir partager un pot de miel avec les gens qui viennent à la maison, les amis, ou partager un peu de production de fruits, de jus de pommes. Tiens, cette année, les centaines de kilos de pommes, alors je ne les aurais pas tous récupérés sur l'autre partie qui est derrière, où il y a le potager. Mais j'ai essayé de faire, là j'y vais après-demain, faire mon premier jus de pomme. Donc hâte de voir ce que ça te donne et de consommer mon propre jus de pomme. Si j'ai une cinquantaine de kilos de jus de pomme, ça va me faire l'année. Et pareil, je peux en donner aux amis, ça va être cool. Enfin voilà, faites-vous plaisir, mangez des bonnes choses, prenez soin de la nature, prenez soin de vous. Et à bientôt pour plein de belles choses.